Donc, bonjour, merci Fabien pour cette invitation à participer au colloque. Moi aujourd'hui je vais vous parler de l'anthologie, car c'est un peu le thème, comme processus curatorial. Donc il y a 7 ans, je décide de suivre un cursus de curating en art contemporain dans une école d'art à Londres. Forte d'une formation en histoire de l'art à l'école du Louvre, je m'interroge sur la manière dont le curating trace un autre sillon et entretient notre rapport aux œuvres, mais surtout au passé. Car si la conservation est une technique scientifique rationaliste rattachée à l'histoire des objets, le curating est cette discipline qui s'intéresse aux liens entre les objets et les œuvres, allant même jusqu'à les associer. Donc le curating ne délimite pas la sphère d'activité du passé, et il autorise même à s'étendre dans un présent qui est celui de l'exposition. Super, merci. C'est bon? Ouais. Donc voilà, donc le curating ne délimite pas la sphère d'activité du passé, il l'autorise même à s'étendre dans un présent qui est celui de l'exposition. Donc rapidement, l'intuition s'est développée en moi que certaines expositions étaient fondamentalement une aire de jeu pour fantômes. Fantômes matériels, idéels, conceptuels, historiques, politiques et artistiques. Mais toute intuition demande à être vérifiée, et pour cela, il s'agit de la partager. Ce sera donc ma tentative aujourd'hui face à vous. Donc je vous parlerai moins du curating et de son histoire que de l'anthologie comme manière de penser le curating et que de faire du curating. C'est ainsi que l'on pourra, tout au long de ce récit, se demander si un curating qui n'est pas anthologique est-il vraiment du curating. Il sera en partie question de récit, donc, et ce pour 2 raisons. Premièrement, car c'est une forme que j'apprécie, et ensuite, car si certaines expositions sont des aires de jeu pour fantômes, ces derniers apparaissent uniquement parce que l'on raconte des histoires de fantômes. Derrière moi, c'est une image extraite d'un film de Ken McMullen de 83, où on voit Jacques Derrida avoir une conversation sur les fantômes avec Pascal Augier, et il est en libre accès sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller le regarder. Je rentrerai pas dans les détails de ce film, mais en tout cas, ça a été pour moi une introduction quand même à la pensée de l'anthologie. Donc voilà, vous aurez le temps, je pense, chez vous, de pouvoir regarder ça. Donc je vais repartir des origines de l'intuition. Alors, parce que avant de parler à proprement d'anthologie, voilà, j'aimerais revenir à comment j'ai rencontré cette idée d'anthologie. Donc, je fais cette découverte de ce concept lors d'une résidence de recherche curatoriale en 2016 au centre d'art Sasabasak à Phnom Penh au Cambodge. Au cours de cette résidence, je m'intéresse, en travaillant avec la très jeune génération d'artistes locaux, aux différentes couches d'histoire qui ont modelé le Cambodge au cours du XXe siècle. C'est ainsi que je me retrouve confrontée à l'héritage hyper complexe de la colonisation française, à la chute du roi Sihanouk et surtout à la guerre et au génocide perpétrés par les Khmers rouges, mouvement politique et militaire communiste. Au fur et à mesure de mes recherches, je réalise que les histoires de fantômes sont courantes et que... Donc que les histoires de fantômes sont courantes et que parmi les gens que je rencontre, nombreux sont ceux qui en voient, qui me racontent des histoires où ils voient des fantômes errer dans la ville, et particulièrement à Phnom Penh, qui fut vidée entièrement de sa population en 1975. Mais il y a un lieu que je découvre à cette époque qui réunit avec une force fracassante toutes ces couches. C'est le site dit du Bokor, sur la montagne de l'éléphant, au sud du Cambodge. Sous le protectorat, en effet, fut construite une station pour touristes européens. Elle fut ensuite utilisée par le roi Sihanouk, puis par les Khmers rouges, puis finit par tomber en ruine. Donc là, vous avez derrière moi une photo de la station touristique qui a été créée. Il faut imaginer que c'est un lieu, et on le voit à l'arrière de la photo, c'est un lieu extrêmement en proie au brouillard. Et en fait, cette station n'a jamais vraiment fonctionné. Dès sa construction, en fait, les touristes sont très peu venus, et ça a été un gouffre financier. Donc lorsque je m'y suis rendue, donc l'entièreté du site était déjà abandonnée. Et surtout, je réalisais qu'à quelques kilomètres en dessous de cet ancien palace, de cet ancien hôtel, il y avait un nouvel hôtel qui avait été érigé. Un nouveau palace, flambant neuf, ressemblant fortement à celui des années 30, mais vidé de ses touristes potentiels et dont la vocation première demeurait donc de blanchir de l'argent. Là, je vous montre une petite image donc, dans les années 30. La ruine évoquée et le nouveau palace juste en dessous.
Donc, si l'histoire du Beau-Corps est aussi fascinante que complexe, elle a eu le mérite d'attirer mon attention sur l'histoire des lieux et de confirmer l'idée selon laquelle le concept de réhabilitation est la porte ouverte aux fantômes et aux spectres. En travaillant sur l'histoire du Beau-Corps, je me retrouve à la fois confrontée à un passé qui ne passe pas et aux marques ultra-vivantes du communisme. Le spectre, le propre des spectres, car ne l'oublions pas, c'est qu'ils reviennent. Aussi, progressivement, commence à germer dans mon esprit l'idée selon laquelle, si la plupart des artistes entretiennent tous, d'une manière plus ou moins consciente, un rapport conflictuel au passé, certains décident d'utiliser l'espace d'exposition pour y régler certains comptes. Je percevais alors de plus en plus l'espace d'exposition, moins comme un white cube propice à la valorisation des œuvres comme biens marchands, que comme une faille spatio-temporelle où la linéarité de l'histoire venait être renversée. Je commençais également à problématiser la pensée de l'in situ, comme méthode hors sol pour présenter certaines œuvres, et voyais dans les expositions ontologiques un contrepoint assez in situ, parfois complètement éloigné des problématiques émanant des territoires et des espaces sur lesquels les œuvres sont implantées. C'est alors qu'au milieu de ces interrogations, liées à l'histoire du communisme, aux fantômes et aux lieux, je découvre Spectre de Marx de Jacques Derrida. Donc il m'a rarement été donné de lire un livre, pour ma part, aussi complexe, poétique et obsédant que celui-ci. Je pense que pour d'autres personnes aujourd'hui, c'est très clair. Donc mes connaissances ne me permettent toujours pas de comprendre réellement tous les enjeux, tous les mots et toutes les références à l'histoire de la philosophie en particulier que Derrida place dans cet ouvrage. Il me permet néanmoins de m'emparer du concept d'ontologie et de l'utiliser pour interroger les expositions actuelles et pour penser une manière de faire du curating. Aussi, je tiens à évacuer d'emblée quelques doutes ou questions peut-être à venir, car le concept d'ontologie, on l'aura déjà remarqué durant cet après-midi, a été beaucoup utilisé, et particulièrement dans une pensée du cinéma, de la photographie, dans ce que ces médiums peuvent avoir de spectral. Donc je n'en parlerai pas ici. Vous avez également peut-être eu connaissance du travail qu'a mené le théoricien Mark Fisher, particulièrement dans un livre qui s'appelle Spectre de ma vie, écrit sur la dépression, l'ontologie et les futurs perdus, qui pour moi était un livre très important, enfin qui était extrêmement cité quand je faisais mes études à Londres. Il y parlait de la musique électronique. Donc je ne parlerai pas non plus de Mark Fisher. Et je ne parlerai ni des techniques, ni des téléphones, ni d'Internet, autre grande sphère d'études ontologiques. Notre principal sujet d'étude est donc les expositions. Mais avant de m'attacher à quelques cas en particulier, j'aimerais bien revenir sur ce concept d'ontologie qui va me permettre ensuite d'expliquer certaines expos. Donc c'est en 1993 qu'est publié Spectre de Marx de Jacques Derrida, donc aux éditions Galilée. Ce livre, il a été publié à la suite d'une conférence qu'a donnée le philosophe la même année à l'université de Riverside en Californie. Donc, cette conférence s'inscrivait dans un symposium international autour du marxisme, pouvant être traduit en français par « Où va le marxisme ?» À travers le concept d'ontologie, Derrida fait référence donc à un extrait du manifeste du Parti communiste, comme l'a cité tout à l'heure Fabien, donc publié en 1948. Je redonne la phrase, qui est la phrase d'introduction. Donc, un spectre hante l'Europe, c'est le spectre du communisme. Donc, c'est bien la permanence de la pensée de Marx et le non-accomplissement d'un socialisme qui pourrait intéresser ici Jacques Derrida. Ce qui apparaît comme son sujet d'étude, c'est donc la persistance d'un passé non ou mal accompli, qui demeure une promesse dans le futur, mais qui stagne dans un temps présent. Un présent coincé. Avec le concept d'ontologie, le philosophe propose alors une autre option à la science de l'être, avec la science du spectre. Dans son livre, Derrida dit « Si je m'apprête à parler longuement de fantômes, c'est-à-dire de certains autres, qui ne sont pas présents, ni présentement vivants, ni à nous, ni en nous, ni hors de nous, c'est au nom de la justice. » Je crois que cette phrase a déjà été citée, mais pas jusqu'au mot justice aujourd'hui. Et moi, c'est spécifiquement aussi ce qui va m'intéresser avec l'étude des expositions. Donc du coup, de quelle justice parlons-nous ? Cette justice dont parle Derrida m'est donc rapidement apparue comme maintenue dans le présent coincé évoqué auparavant. Une justice qui ne peut pas advenir. Et la réponse que semble apporter le philosophe pour lutter contre cette injustice serait de libérer les spectres. Si nous suivons la pensée de Derrida, chaque société crée donc ses propres spectres, exactement comme une personne génère des fantômes. Jacques Derrida avait l'intuition que le meilleur comportement à adopter face aux spectres est de leur trouver une place, d'activer un dialogue. Freud a essayé auparavant, donc avec le concept de psychanalyse, de révéler les fantômes de chaque individu. On notera l'utilisation du mot refoulement aussi au cours de cette journée. Donc, avec la logique ontologique, ce sont les groupes de personnes et les sociétés qui sont analysées et capables de livrer leurs fantômes, et qui sont analysées, et non plus les personnes uniquement. À partir de cette idée, l'espace d'exposition m'est apparu comme cet espace-temps potentiellement ontologique, dont l'appel au spectre, pour des raisons de justice diverses et aux origines multiples, est orchestré par les artistes eux-mêmes, et également parfois par les commissaires. Aussi, je comprenais rapidement que cette idée d'ontologie, comme processus curatorial, cherchait moins à faire disparaître les fantômes que de leur laisser un espace réel, celui de l'exposition.
Si l'étude de Derrida partait d'une analyse des territoires bloc Est-Ouest pour arriver à une pensée du temps et de l'histoire, le processus ontologique appliqué à l'exposition part de l'analyse d'une histoire, d'un fait ou d'une personnalité historique, reliée à un lieu et choisie par l'artiste pour ensuite proposer une nouvelle œuvre que devient l'espace d'exposition. Ce cheminement se rapproche ainsi de ce qu'exprimait Foucault dans sa conférence de 67 des espaces autres, dont voici un très court extrait. Je cite. « Nous sommes à une époque où l'espace se donne à nous sous la forme de relations d'emplacement. En tout cas, je crois que l'inquiétude d'aujourd'hui concerne fondamentalement l'espace, sans doute beaucoup plus que le temps. Le temps n'apparaît probablement que comme l'un des jeux de distribution possibles entre les éléments qui se répartissent dans l'espace. » Dans le cadre de cette étude, il faut alors comprendre que l'enjeu est moins de conserver le passé que de l'activer au sein de l'espace auquel il est attaché. Donc créer une exposition dans un espace en s'attachant à son passé ou à l'histoire qui lui est reliée, la place du côté de l'ontologie. Pour prolonger cette hypothèse, je me suis également rattachée au développement que Derrida fait de l'œuvre d'art. En effet, il explique dans Spectre de Marx que les objets que nous appelons art partagent beaucoup de qualités avec l'originalité des spectres. Derrida démontre comment les œuvres d'art sont avant tout des expériences langagières, exactement comme les spectres. C'est parce que nous parlons des spectres, parce que nous avons peur de leur retour, qu'ils existent. Cette problématique du retour des spectres, qui sont sans corps, et de la nécessité d'un discours pour les faire advenir, puis pour les laisser partir, m'est apparue comme le travail que peut faire une exposition. En accueillant des œuvres, ou en faisant œuvre elle-même, l'exposition construit un discours et propose une expérience physique et empirique. Ainsi, les spectres peuvent revenir, s'incarner, et en s'incarnant, disparaître. C'est ainsi que potentiellement, des justices peuvent être rendues. Donc pour prolonger ces réflexions, c'est assez naturellement que j'ai replongé dans certaines expositions dont j'avais eu connaissance, et pour certaines, dans les meilleurs cas en tout cas, que j'avais pu visiter, et qui répondaient, selon moi, à ces qualités ontologiques. Donc, c'est pour ça que nous allons plonger dans quelques exemples d'expositions. Le premier exemple auquel on va s'attacher, c'est celui de Hans Sacke, de l'exemple autour de Hans Sacke et de son intervention à la Biennale de Venise. Donc, 4 ans après la chute du mur de Berlin en 1993, l'artiste allemand Hans Sacke est invité avec l'artiste Nam June Paik à représenter l'Allemagne à la grande manifestation de la Biennale de Venise. Intitulée Germania, l'œuvre de Hans Sacke prit la forme de plusieurs interventions. Dans un premier temps, une immense Deutsche Mark surplombant une photo d'Hitler visitant la Biennale de 1938 ouvrait l'exposition. Puis, à l'intérieur du pavillon, l'artiste avait décelé et brisé le sol de dalle et reproduit le mot Germania, reprenant la police et le format du Germania de la façade du bâtiment. J'ai une toute petite photo, on va rester sur celle-là. Donc ce pavillon mi-chantier, mi-ruine ne laisse aucun doute sur l'acte de Hans Sacke. L'artiste se tourne résolument vers le passé de son pays d'origine et décide d'en faire remonter tous les signes, images, langage, objets, afin d'exorciser ce qui semble être un point d'arrêt dans le temps contemporain de son pays d'origine. En décidant non pas de présenter des œuvres dans l'espace, mais en modifiant l'espace pour se confronter, mais aussi confronter le spectateur à ce passé qui ne passe pas, Sacke libère les spectres et leur donne un espace, un corps. Cela est d'autant plus frappant quand on imagine l'expérience physique proposée par cette visite. Marcher sur un sol brisé est, au-delà de la métaphore, une sensation qui s'expérimente. Aussi, la répétition du mot Germania prolonge cette idée de la répétition, mécanisme du langage qui aide au maintien des spectres. Ici, la volonté de justice se tourne pour l'artiste du côté de la grande histoire, mais cherche également à confronter le monde de l'art à ses propres paradoxes. La critique de Hans Sacke n'est donc pas uniquement historique, mais également institutionnelle. Si le geste de Sacke est donc aussi politique qu'ontologique, selon moi, le pavillon allemand continue de m'interpeller, encore aujourd'hui, quand on sait que son plan ainsi que son aspect ont été redessinés en 1937 par Hitler. Aussi, on notera la problématique constante et subsistante autour de ce pavillon jusqu'à son échange avec la France en 2013. Donc en 2013, pour bien expliquer, les artistes invités par l'Allemagne prennent possession du pavillon français et l'artiste français invité par la France, l'artiste invité par la France prend possession du pavillon allemand. C'est l'artiste Henry Sala qui est d'origine albanaise. Et donc l'artiste décide de faire résonner sous différentes formes le concerto pour la main gauche de Ravel à travers différentes vidéos, installations. Et ça m'interpelle parce que ce concerto pour la main gauche de Ravel, qui a été écrit pour Paul Wittgenstein, donc frère du célèbre philosophe, est présenté dans ce pavillon. Donc aussi,
quand je me remémore l'interprétation selon laquelle la famille Wittgenstein, qui a été ultra puissante sur la scène culturelle autrichienne des années 20, fut en partie aussi prise pour exemple dans la pensée antisémite d'Hitler, ça commence un petit peu à m'interpeller. D'autant plus que si on continue un peu le développement de l'occupation de ce pavillon allemand, avec en partie l'œuvre de Animov qui avait été présentée en 2017 qui s'appelait Faust, l'artiste avait également donc reconstitué sur nos pieds, avait recréé sous nos pieds un espèce de sol transparent sous lequel performeurs erraient durant toute la durée du pavillon et de la biennale. Donc c'est ainsi que les strates de l'histoire se superposent, et donc on peut continuer à s'interroger, mais sur quel sol marchons-nous, et de quel côté du sol se situe le fascisme, et qui maintient aussi une certaine forme de violence. Pardon, du coup, j'ai pas diffusé les images en même temps. C'est un extrait d'Henry Sala, donc avec ce concerto pour la main gauche. Et là, c'est une image du pavillon investi par Animov en 2017. Donc, cette question du sol revient aussi avec l'artiste mexicaine qui s'appelle Teresa Margolles, qui s'est aussi donc emparée de cette problématique de l'endroit où nous marchons, lors de son intervention pour le pavillon mexicain de la Biennale en 2009. Son œuvre s'intitulait « De qué otra cosa podríamos hablar ?» Autrement dit, de quoi d'autre pourrions-nous parler? L'ensemble du pavillon était organisé autour d'œuvres utilisant des matières organiques collectées par l'artiste et liées aux morts des conflits issus des narcotrafiquants au Mexique. Les témoignages des gens ayant visité l'exposition sont parlants, comme celui de Caroline Perret en 2013, dont voici un extrait. Donc je cite. L'ancien palais, mis à la disposition de l'artiste, revêt, comme elle le désirait, une atmosphère d'abandon et de décrépitude. Les premières salles semblent vides de toute œuvre et on a le sentiment d'errer dans un lieu déserté par la vie. Et la salle suivante ne fait que confirmer cette impression. Là non plus, nulle œuvre apparente. Seule une personne nettoie la salle, ne cessant d'humidifier le sol sur lequel marchent les visiteurs. Là encore, consulter l'explication remplit d'effroi. Remplit d'effroi le spectateur, car l'œuvre est bel et bien sous nos pieds. L'œuvre s'intitule Cleaning, 2009. Le liquide de lavage est un mélange de sang et d'eau. Le sang a été récupéré sur la voie publique, là où au lieu des assassinats et des règlements de compte, dans la Sinaloa et en Basse-Californie. La personne qui lave est un membre de la famille de la victime. Pour rendre présente la violence de la mort, l'artiste opère par chaîne de contact. Contact indirect du spectateur avec le sang de la victime, qu'il foule aux pieds, sans le savoir, et contact potentiel avec un proche de la victime. Teresa Margolles utilise l'eau non pour laver le souvenir du mort, mais au contraire pour commémorer sa présence. Ici, la nécessité de justice infiltre l'un des liens les plus compliqués d'une exposition, celui entre l'artiste et le spectateur, qui se retrouve en proie à un potentiel vertige vis-à-vis de la physicalité morbide des spectres. La sensation d'être pris au piège est possible, et il devra aussi traverser l'ensemble des pièces du pavillon pour s'extraire du bâtiment, hanté s'il en est. Donc cet attachement au sol me paraît aujourd'hui assez logique, car c'est l'un des éléments qui permet de déterminer un espace, particulièrement celui de l'exposition. Un curateur, un commissaire d'exposition travaille toujours à partir de plans au sol. Et puis le sol demeure l'endroit où l'on enterre les morts. Creuser un sol, le redéfinir, c'est également se confronter au passé. Il y aurait d'ailleurs une très belle exposition anthologique à réaliser sur le site de cette école de la photographie, lorsqu'on sait sur quoi les fondations reposent. Enfin, une autre artiste s'est également emparée de cette question, moins pour des raisons de justice politique que pour rendre un certain tribut au lieu qui l'accueillait pour son exposition. Il s'agit de l'artiste Susanna Sebatoul, d'origine polonaise, qui, pour son exposition au Centre d'art de la synagogue de Delme, The Singing Dunes, en 2020, a reconstitué le sol de la synagogue. En effet, utilisant le thème du sable comme outil d'analyse des migrations et des croyances, l'artiste a réalisé un sol monumental reprenant la technique de l'opus sectile, développée depuis l'époque romaine et surtout utilisée au Moyen-Âge. À l'aide d'un dallage représentant un faux sol carrelé pris dans un tourbillon, on y voit donc les différents éléments de la synagogue qui se retrouvent pris dans un mouvement pour finir comme une sorte de trou noir. Dans une sorte de trou noir. Comme l'expliquait le texte de présentation de l'exposition, ouvrez les guillemets, entre vision psychédélique et sable mouvant, cette création a l'avantage d'offrir un sol luxueux, monumental, digne de l'ensemble décoratif original de la synagogue, aujourd'hui disparue, tout en rappelant le mouvement décoratif original, tout en rappelant le mouvement et les fluctuations inhérentes au passage du temps, modifiant et transformant les formes, les savoirs et les cultures. Aussi, je me suis demandé si cette
comment cette volonté de l'artiste qui essayait de recréer un sol d'un lieu détenant aujourd'hui une nouvelle fonction pouvait avoir été à l'origine de cette exposition. Vouloir ainsi rejouer de manière sensiblement différente l'identité d'un endroit m'est apparu aussi comme une possible réaction au trauma perpétré en URSS vis-à-vis des religions et un hommage également rendu à ce bâtiment entièrement détruit, donc celui de la synagogue de Delme, pendant la Seconde Guerre mondiale et reconstruit ensuite en 1946. Donc si le communisme a bien créé ses propres fantômes en n'atteignant jamais vraiment ses objectifs, les lieux qui furent les outils de ce pouvoir continuent aussi à être des espaces problématiques et donc investis afin de tenter de rendre visibles des traumas collectifs et des sociétés. C'est aussi ce que tenta de faire Nicolas Bourriaud au cours de la Biennale de Kaunas en Lituanie en 2015. Je vous laisse un petit peu. Donc, cette biennale, qui s'intitulait Networked 31, s'intéressait aux questions du réseau et de la communication entretenus par les artistes, et notamment avec le passé. Je cite Bourriaud. « La fantasmagorie, à la fois comme technique et comme idéologie de l'image, pourrait être un modèle historique oublié pour les pratiques artistiques actuelles. Quelle est la forme actuelle de la dialectique présence-absence ? Comment les artistes présentent-ils les réalités absentes ? Aussi, il n'est pas question ici de rentrer dans le détail des œuvres, mais de s'arrêter sur le choix du lieu principal de l'exposition, enfin de la biennale, choisi par Bourriaud, qui était donc le commissaire principal. En l'occurrence, le lieu qu'il choisit, c'est l'ancien bureau de poste de la ville. Si le lien établi entre le thème et le lieu peut paraître légèrement grossier, il est néanmoins important dans le cadre d'une biennale d'art. Ici, les artistes déploient leurs réflexions sur les problématiques de communication dans l'un des anciens lieux du pouvoir soviétique. Car le bureau de poste demeurait à la fois les lieux de pouvoir, mais surtout les lieux d'intense censure, prolongés à l'époque contemporaine sur les internets, dont les artistes étaient également largement emparés dans cette biennale. Cependant, ce qui m'avait le plus marqué au moment de la visite de cette exposition, c'était cette idée de mise en réseau prolongée en dehors de l'espace d'exposition. Le format de la biennale encourageant ce type de pratique. En effet, à travers différents workshops, des artistes et des commissaires ont investi plusieurs lieux de la ville. Ancien entrepôt de choux, terrain vague abandonné et pollué, ancienne usine textile, etc. Afin de recueillir les souvenirs et les histoires des gens qui vivaient près de ces espaces et pour permettre de changer les espaces et contribuer à créer une communauté plus forte, expliquaient les organisateurs. Aussi, sous couvert d'une programmation et de workshops curatoriaux, c'est avant tout le prolongement de l'anthologie comme processus curatorial qui transparaît ici, permettant aux acteurs contemporains de replonger dans le passé pour habiter le présent. C'est ainsi que tout le passé communiste de la ville se trouvait au centre de la biennale, de ses outils de communication à ses espaces pollués, au sens propre et figuré. Donc ce travail de relier des recherches pour une exposition avec des temps d'activation collectif se retrouve aussi dans un projet qui a été présenté au cours de l'année 2021 au CAPC de Bordeaux. L'exposition Miette est une exposition de l'artiste anglais Olu Ogunaike, dont le curating a été orchestré par Cédric Fauque. Donc, la pratique d'Olu s'intéresse à l'histoire, aux lieux et surtout aux arbres qu'il considère comme principaux détenteurs de l'histoire. C'est d'ailleurs aussi ce que Marc disait par rapport aux espaces naturels qui sont témoins comme ça de l'histoire. Et c'est particulièrement ce qu'intéresse Olu. Donc, pour cette exposition, l'artiste s'est intéressé à l'histoire du CAPC, donc qui est quand même l'un des, si je ne dis pas de bêtises, le premier musée d'art contemporain en France, à Bordeaux. Donc, c'était un lieu qui appartenait à l'origine à un riche propriétaire de forêt de pins des Landes, qui avait également des plantations en Haïti et qui utilisait ce hangar comme lieu de stockage pour des denrées coloniales. Donc, pour ce projet, l'artiste s'est particulièrement intéressé aux pins des Landes et à leur charge historique. Donc, la première action qui active le processus ontologique dans cet espace d'exposition, c'est le fait que l'artiste décide de poncer les poutres du musée. Alors, je ne sais pas, pour certains d'entre vous n'y sont peut-être jamais allés, il y a vraiment des très grandes poutres visibles, on les voit, hein. Voilà, ici. Donc c'est assez impressionnant, il y en a partout, c'est vraiment tout l'espace du CAPC. Donc il décide de poncer ces poutres, reprenant une méthode dite du gémage, qui était utilisée sur les pins, qui permettait en fait d'extraire de la térébenthine, donc cette sève. Et la térébenthine étant cette résine qui, modifiée, a ce pouvoir de dilution et de faire disparaître les images sur des surfaces données. Donc la térébenthine de Bordeaux était aussi appelée l'arme de sapin. Donc enfin, à partir de la poussière de ponçage de couleur safran qu'on voit dans cette image, l'artiste a réalisé des sérigraphies à partir de photos prises lors d'un déjeuner organisé avec l'équipe du musée autour d'une table qu'il avait reconstruite lui-même. Donc ces photos-là, ces sérigraphies, révélées grâce à cette poussière de ponçage des poutres, sont en fait des photos de ce déjeuner sur la table. J'insiste un petit peu, mais voilà.
Et donc le commissaire dit « Les vestiges de l'histoire que contient le bois, dont est construit le CAPC, ont été récoltés par l'artiste via le ponçage de l'ossature architecturale du musée. Ces miettes, ensuite disséminées par les sérigraphies, créent des impressions qui emploient un matériau, qui parle du passé, pour montrer des images du présent. » Le processus ontologique est clair, sans appel, et le CAPC devient la caisse de résonance du passé colonial de la ville de Bordeaux. Les spectres sont là. Aussi, Auloux prolongera cette exploration et cette recherche de justice historique en établissant le lien très clair entre les familles bordelaises, propriétaires de plantations et acteurs majeurs de la traite négrière, qui réussirent à transformer leur économie après l'abolition de l'esclavage en production vinicole. Et comme c'est expliqué dans le feuillet de salle, selon les chercheurs suédois Albin Sock et Organ Solvel, cette transition se reflète dans la similarité des systèmes de classification utilisés pour le vin et les esclaves, tous deux considérés comme des produits périssables, système basé notamment sur l'origine géographique. L'exposition Miettes proposait d'autres œuvres de l'artiste qui prolongeaient son enquête et qui tissaient une toile parfaite, où l'histoire de l'architecture du musée, de la ville et du sud-ouest en général, se retrouvait pris au piège du passé, coincé dans un présent. En révélant les réseaux souterrains qui unissaient les différents acteurs de ce musée, en révélant également la signification des matériaux et des gestes employés, Auloux rappelle les spectres et les met à table avec l'équipe du CAPC, qui deviennent les passeurs, peut-être les veilleurs, il faudra réfléchir à cette question, par lesquels une possible réparation mémoriale peut donc peut-être s'enclencher. Donc, pour conclure, je continue à explorer, à visiter les expositions avec toujours ce filtre de l'anthologie. Et du coup, ce qui demeure comme question pour moi aujourd'hui, c'est est-ce que l'anthologie est l'unique stratégie curatoriale qui pourrait permettre de faire advenir certaines formes de justice? Et surtout, finalement, qu'est-ce qu'est le curating? Ça, c'est la grande question. Donc, je n'ai pas de réponse pour le moment. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la prise en considération des lieux dans lesquels les expositions sont réalisées, espaces d'exposition, villes, régions, permet certes d'apporter quelques réparations historiques, mais cela permet aussi d'éviter la répétition de certaines violences émanant du monde de l'art qui croient souvent qu'implanter un espace d'art soigne, répare inéluctablement. Il s'agit de rester attentif. Tout cela m'amène à affirmer que créer une exposition n'est jamais un geste anodin, car partout où l'on passe, nous laissons des traces que les spectres s'empressent de ramasser, et ce, certainement pour mieux nous hanter. Voilà. Merci.